dire pour ceux qui nous regardent et qui ne connaissent pas forcément l'historique de ce mouvement, il s'intitule M23, le mouvement du 23 mai, pour l'intégration, en fait, pour la reconnaissance d'accords qui ont été passés avec le gouvernement de Joseph Kabila à l'époque, où il s'agissait encore, effectivement, vous venez de dire, du CNDP qui combattait dans l'est de la République démocratique du Congo, il s'agissait essentiellement de combattants Tutsis, il faut le dire, et ces rebelles qui avaient obtenu à l'époque du gouvernement congolais leur intégration dans l'armée congolaise. Ils estiment que cette promesse n'a jamais été tenue, et vous nous dites qu'il y a notamment un problème au niveau du respect des grades. C'est-à-dire qu'on imagine qu'effectivement des officiers ne peuvent pas être intégrés à des niveaux de simples soldats. D'accord, mais il faut d'abord préciser que le M23 n'avait pas signé des accords avec le régime de Kinshasa. C'est le CNDP avec Kunda Touareg qui a signé des accords avec le régime en place. Mais pour le moment, le CNDP a disparu. Il y a le M23. Mais alors, la grande question, parce que ce sont les mêmes accords, les mêmes revendications. Moi, je pense, je ne sais pas, je ne suis pas vraiment dans le secret du pouvoir, mais je pense que ces accords, au jour d'aujourd'hui, ne peuvent pas être pris en considération parce que ce sont les mêmes revendications, la reconnaissance des grades, les salaires, l'intégration, l'incorporation dans l'armée nationale. Mais aujourd'hui, la plupart de ces gens sont intégrés. Donc je pense que on est en train de... Vous avez le sentiment que chacun essaie de gagner du temps, ou il y a des objectifs même politiques derrière ce combat? La grande réponse, que je pense qu'il y a des objectifs politiques, et c'est pas vraiment quelque chose qu'on peut cacher. Il y a des revendications politiques, et déjà quand on annonce qu'il faut dissoudre la commission électorale, ce qui l'opposition sur place a fait, mais je crois que ça ne sera pas quelque chose. Alors, je voudrais reparler sur ces accords. Vous savez qu'en dehors de ça, les téléspectateurs savent qu'en 2010... Quand vous nous parlez de ces accords, vous nous parlez des accords de Kampala signés les accords de Kampala signés dans le week-end entre un certain nombre de pays parties prenantes dans la région qui ont souhaité jouer le rôle de médiateur dans cette crise. Absolument, donc c'est-à-dire l'Ouganda, le Rwanda et la RDC. Donc si on ne peut pas comprendre l'historique, on ne peut pas comprendre les choses, comment ça s'est passé, c'est difficile un peu. Or, juste une ou deux petites secondes. En 2010, au 2009, on se rappellera que Vital Kamerhe a au moins été éjecté. Alors dites-nous de qui s'agit-il? Vital Kamerhe, c'était le président de l'Assemblée nationale, l'homme qui a fait Kabila, je peux le dire ainsi, mais qui avait au moins dénoncé la présence rwandaise, parce que les troupes rwandaises sont venues pour faire 2 ou 3 opérations communes. Amani 1, Kimia 2, qui signifie un peu à Lingala ou à Swahili, paix. Or, à cette époque, les mêmes revendications et les mêmes effets. Mais je pense qu'aujourd'hui, s'il faut repartir, parce qu'on sait qu'à l'époque, ceux qui l'ont fait... On va essayer de résumer en une question. Joseph Kabila est-il en train, aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, de payer les conditions très contestées de sa réélection face à l'opposant Étienne Tshisekedi, et plus généralement d'une décennie d'errements politiques et de promesses non tenues aux différents groupes ethniques du pays? Est-ce que c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui en République démocratique du Congo? Joseph Kabila aujourd'hui est totalement affaibli. Affaibli d'abord, si vous voyez, sur le front militaire, il est très affaibli. Sur le front politique, très affaibli parce que l'opposition en place, jusqu'aujourd'hui d'ailleurs même la communauté internationale, ne reconnaît pas l'élection de Joseph Kabila pour la simple raison que les élections ont été émaillées de tricheries, de fraudes. Et sur ce point, sur le plan politique, il n'a aucune... En fait, c'est pas une légitimité, mais très contestée par l'ensemble de la classe politique. Y compris des États de la région qui cherchent à trouver une solution à cette crise. Bien entendu. On ne parle pas évidemment du Rwanda. Hormis le Rwanda et l'Ouganda peut-être, mais dans la sous-région, personne ne peut être avec Kabila. Ça, c'est la première chose. Mais sur le plan militaire, effectivement, comment voulez-vous qu'on parle de l'armée? Vous avez vu, là, il y a des pillages, des scènes de pillages. Comment peut-on parler de l'armée quand on sait que cette même armée n'est pas outillée, cette armée n'est pas payée, et ça ne peut pas marcher? Non, mais il y a un problème au niveau, sans doute, de l'équipement de l'armée. Il y a quand même aussi un problème de richesse, de captation, tentative de captation de richesse de cette région. C'est ce dont accuse aujourd'hui Kinshasa, le régime rwandais, par exemple. Oui. Donc ça, nous le disons depuis très longtemps que c'est d'abord, je crois qu'il y a un élément qu'il faut relever. Quand il y a crise partout en Afrique, il y a la communauté internationale qui s'implique. Mais vous verrez ce qui se passe en RDC, malgré la présence de 18 millions d'hommes de la MONUC, les choses n'avancent pas. Or, il y a une petite solution, tout simplement sur le plan militaire. Les 1 milliard qu'on donne chaque mois ou chaque année aux éléments de la MONUC, on peut aider la RDC à se former, à former une armée. Donc aider la RDC à se former plutôt que de financer les forces de l'ONU sur place. Merci. Qui ne font rien. Voilà. Merci beaucoup James Ngoubu Mouanga d'avoir été avec nous pour ce focus. Merci beaucoup.